Merci d'être resté pour le docteur. 260 000 élèves en situation de handicap ont trouvé leur place sur les bancs de l'école en milieu ordinaire en 2015. C'est 2 fois plus qu'en 2006. C'est donc un pas important avec une nouvelle politique du ministère de l'Éducation nationale qui aujourd'hui ne parle plus d'intégration mais d'inclusion. Oui, c'est reconnaître la singularité des compétences et des différences de chaque élève dans l'école. Le handicap ne devrait plus être perçu comme un défaut provoquant l'isolement mais comme une compétence différente dans le groupe. Bien sûr, des dispositifs particuliers sont mis en place en fonction des besoins de ces élèves pour que leur scolarité soit la plus simple possible. Aujourd'hui, Allo Docteur fait donc le point sur l'accueil de ces enfants à l'école. Comment accueillir un élève en fauteuil roulant, en classe, dans les meilleures conditions, comment obtenir l'aide d'une AVS, une auxiliaire de vie scolaire, quelles sont les structures scolaires les mieux adaptées au handicap mental. Pour répondre à toutes vos questions, Madame Christelle Prado, bonjour. Bonjour. Vous présidez l'UNAPI, l'Union nationale des associations de parents de personnes handicapées mentales et de leurs amis, et vous êtes conseillère au Conseil économique, social et environnemental. À vos côtés, le docteur Françoise de Courson, bonjour. Bonjour. Vous êtes pédiatre directrice du Centre d'action médico-sociale précoce Paris-Brune. Et pour témoigner, Carole L'Enfant. Bonjour Carole. Bonjour. Alors vous avez 2 enfants, Rubens qui a bientôt 9 ans et sa petite sœur Sophia qui a 4 ans et demi. C'est Rubens donc qui est handicapé. Quand est-ce que la maladie de votre fils a été découverte ? Alors, il y a vraiment diagnostiqué myopathie de Duchenne il y a 1 an tout juste. On va dire il y a 1 an. Il avait à peine 8 ans, enfin il avait presque 8 ans. Oui, il avait 7 ans et demi et en fait on a compris pour une myopathie en janvier, donc il y a 1 an et demi. Et donc cette année qui a précédé le diagnostic, la scolarité s'est passée comment du coup? Parce qu'il devait avoir des failles progressives. Hein. Bah, déjà, Rubens il avait une antériorité, hein, c'est-à-dire que ça n'avait pas été vu. Mais il avait déjà des signes évocateurs, sauf que la difficulté est de percevoir. Et il avait déjà de la kiné, hein, depuis 4 ans, il avait 2 heures de kiné. Mais à l'école, il était gêné ou pas avant? Il était gêné, oui, il avait des crampes, il avait, voilà, sauf qu'il fallait identifier, et ça n'avait pas été fait jusque-là. On pensait qu'il avait un tendon d'Achille trop court au départ. Exactement, en fait, c'était une conséquence à la maladie, sauf qu'il a été traité pour ça, comme si c'en était une cause. Donc en réalité, voilà, on n'a pas perdu de temps, parce que ça a quand même été, ça l'a aidé, mais en revanche, ça n'a pas été diagnostiqué tout de suite. Ouais. Est-ce qu'à partir du moment où le diagnostic a été fait, évidemment c'est un bouleversement complet, mais est-ce que le maintien à l'école, notamment dans une école ordinaire, est-ce que c'était quelque chose qui était une obligation pour vous? C'était une évidence. Mais d'abord Rubens, il est Rubens avant d'être la maladie. C'est-à-dire Rubens, il est Rubens. Ce qui a changé entre le hier et puis le aujourd'hui, on sait. Mais il n'y a pas grand-chose en fait, on sait, on peut le soulager. Mais en fait, lui c'est le même, il est toujours aussi joyeux, à sauter quand il peut sur sa sœur pour l'enquiquiner. Enfin je veux dire, ça n'a pas changé. Donc il n'y avait aucune raison, j'allais dire, valable pour l'extraire, ça faisait pas sens. En revanche, adapter par rapport à sa fatigue musculaire et expliquer aussi quelle est cette maladie voilà, au corps enseignant, à l'équipe éducative, ça oui, ça c'était important. Voilà, justement, parce qu'on a souvent là, les témoignages de gens qui disent que l'équipe éducative, comme vous dites, n'a rien compris ou n'a rien accepté, pour souligner que là, dans ce cas-là, vous avez eu peut-être beaucoup de chance, mais en tout cas, il y a eu une grande tolérance, une grande acceptation et une grande compréhension de la part de toute l'équipe enseignante. Ah oui, nous on a eu une chance, je pense, une chance, et peut-être aussi parce que par rapport à la loi de 2005, ça fait 10 ans. Et que les 10 années ont fait aussi qu'il y a peut-être que le corps enseignant, le périscolaire, enfin tout l'ensemble de la vie scolaire, j'allais dire, et des différents acteurs, font qu'ils sont un peu plus ouverts aussi. Au moins à un dialogue, au moins à expliquer, et mieux formés. C'est ça, parce qu'il n'y a pas forcément les moyens. Là, c'est la classe carrément qui s'est déplacée. C'est ça? Non, mais nous, on est parti sur une détermination. Oui, non, c'est ça. Hein. Ils ont tous descendu au rez-de-chaussée pour qu'ils puissent être. Ah ouais, non, ça a été. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans une école qui est une école type Jules Ferry, donc absolument aucune adaptation, faite, évidemment, avec des marches partout, avec des étages. Monter les étages, c'est les longs couloirs, c'est tout ça. Et évidemment, pour Rubens, monter les marches, c'est compliqué. Et puis avec le fauteuil, quand le fauteuil est arrivé, ce qui s'appelle Coyote, c'est son fauteuil, c'était plus possible. Et en fait, quand j'ai demandé s'il était possible à la rentrée prochaine, si Rubens pourrait avoir la classe qui était dans la cour, qui est une... Voilà. Ça, c'était juste aux vacances de Pâques. Et en fait, dans les 2 semaines des vacances de Pâques... Ils ont tout déménagé. Ils ont tout déménagé. Donc c'est pour vous dire à quel point on a eu une écoute... Alors vous disiez, hein, vous avez eu une écoute parce qu'il y a eu cette fameuse loi du 11 février 2005. On nous demande si les enseignants sont formés pour accueillir un enfant handicapé. Est-ce que cette loi a changé non seulement la mentalité, l'état d'esprit des enseignants, mais aussi leur a permis d'être formés, de mieux comprendre ces handicaps?
ils n'ont pas de formation initiale au handicap, mais effectivement, c'est l'expérience et c'est ces 10 ans d'expérience qui va aussi conditionner et modifier les comportements. Depuis l'ouverture de ce qu'on appelle les ESP, les écoles supérieures de formation des professeurs des écoles, donc depuis que François Hollande est président de la République, effectivement, on a des chances que ces ESP puissent donner une formation initiale sur le handicap aux enseignants, ce qui n'était pas le cas auparavant. Alors, s'ils ne sont pas formés, docteur de Courson, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'éventuellement, c'est vous qui allez expliquer où est le problème, comment ça peut se passer, comment on peut scolariser malgré tout un enfant différent? Alors, ce qui est très important, c'est la préparation à la scolarisation. Et on essaye donc, avant de scolariser tout enfant pour qui on a reconnu un handicap, de faire une réunion à l'école. Et là, en ce moment, c'est vrai que nous avons plein de réunions donc avec l'équipe du CAMS dans les différentes écoles. Et donc les réunions associent, donc il faut déjà que la famille saisit la MDPH. Et après, donc, nous avons des réunions à l'école, donc avec les parents, bien sûr. Donc il y a l'équipe qui suit l'enfant, hein, donc j'essaie en tant que médecin d'y être, l'assistante sociale, les rééducateurs qui suivent les enfants. Il y a aussi l'enseignant référent qui doit être présent et toute l'équipe éducative avec le directeur, si possible l'enseignant qui va suivre l'enfant. Quand il y a possibilité d'avoir une AVS, si possible l'AVS et bien sûr le psychologue et le médecin de vie scolaire pour qu'il y ait qui est vraiment donc l'établissement après d'un projet personnalisé de scolarisation, établissement du GEVASCO. Là, il y a une maman qui dit que son fils de 5 ans est trisomique, que l'équipe pédagogique de l'école est réticente à l'accueillir. Elle demande ce qu'elle peut faire. Déjà, légalement, elle peut faire quoi? Un petit garçon de 5 ans qui est trisomique, l'école n'a pas envie de l'avoir. Alors déjà, la ville où elle réside, elle peut inscrire son enfant à l'école, c'est au niveau de la commune, c'est pas au niveau de l'école elle-même. Derrière, elle peut saisir effectivement la MDPH, se rapprocher d'une association pour se faire accompagner et aider, parce que le poids des associations n'est pas négligeable. Je veux dire, il y a plein de gens qui disent je connais Prado et ça débloque des dossiers, hein, il faut pas se cacher derrière son petit doigt. Et puis si vraiment elle n'a pas gain de cause, et elle peut même le faire par anticipation, eh bien elle saisit le défenseur des droits, hein, qui est aujourd'hui Monsieur Toubon. Elle fait une saisie en ligne, hein, ça prend 3 minutes et les services du défenseur des droits pourront l'accompagner dans l'exercice des droits de son enfant. Il faut aussi qu'elle demande bien sûr l'avis des personnes qui suivent cet enfant. Hein. Mais est-ce que vous avez déjà eu des cas comme ça où c'est en fait simplement une ignorance et en fait quand vous veniez expliquer, quand toute l'équipe s'était réunie, ils changeaient d'avis parce qu'ils comprenaient qu'effectivement ça ne serait pas un poids ni rien? Il faut expliquer ce qu'est l'enfant, quels sont les... Donc bien sûr nous sommes, l'enfant trisomique c'est vrai que ça se voit, mais nous sommes quand même soumis au secret médical, mais nous devons d'expliquer les besoins de l'enfant, ce qu'il peut faire, ce qu'il doit faire et comment il va être aussi à l'école. C'est notre rôle d'être transparent. Les parents sont là aussi pour expliquer. Notre rôle, c'est d'aider les parents et de les accompagner. Alors Carole, comment le handicap est-il expliqué aux autres enfants de la classe et par qui vous avez immédiatement demandé une réunion ou c'est les profs qui ont fait un cours sur le muscle? Ah oui, alors ça, c'est sur... en fait, ça part de Rubens, parce qu'il est aussi acteur. Enfin, je considère qu'il est aussi acteur de la gestion de sa maladie. D'abord, lui, maintenant, il comprend que tout ce qui est mis en œuvre, que ce soit le fauteuil, les orthèses de nuit, l'AVS à plein temps, sont des aides importantes. Donc, il a saisi ça. Mais il a saisi aussi les copains qui comprennent rien, en fait, qu'ils soient encore marchands. Il est handicapé, il n'est pas handicapé, il a un fauteuil, pourquoi? Et donc, c'est imposé un peu l'idée qu'il fallait expliquer aussi à la classe, parce qu'il souhaitait le faire. Et on est intervenu avec une personne de l'AFM qui est une référente de parcours santé, je crois si le terme est juste, et puis l'enseignante, on s'est mis autour de la table et on a préparé une séquence. En CE2, il était question de traiter des muscles dans le programme, et aussi en éducation civique, du handicap. Donc c'était... d'une certaine manière, ça s'imposait un petit peu d'intégrer dans une séquence, j'allais dire, d'ordre général, en venir effectivement au handicap, et puis ensuite à la myopathie de Rubens, c'est quoi? Et les copains ont pu poser toutes les questions. Et en fait, ce qui est sidérant, je trouve, et à la fois merveilleux, c'est qu'ils ont toutes les questions justes à cet âge. Alors, il n'y a aucun tabou, c'est très cash. Oui, ils sont cash, mais c'est juste. Il n'y a pas de gêne. Non. Ouais. Et c'est posé. Et en fait, tant qu'on est à même de répondre, ça leur va. C'est-à-dire que c'est aussi, j'allais dire,
c'est pas aussi simple que ça, mais en tout cas, c'est important d'ouvrir le dialogue de façon à poser les choses. Et puis lui, il a fait une lettre après à toute l'école. Il a dit voilà, je m'appelle Rubens, j'ai besoin d'un fauteuil, au moins ça répond à la question. Et puis après la fin, il a dit soutenez l'IFM Téléthon. Salut, merci. Au revoir, ça s'est posé. J'ai dit bah alors, ils ont pensé quoi? Il me dit bah ça y est, maintenant les grands ils me sourient, ce qui l'embêtait un petit peu. Ouais. Et voilà, et ça a posé les choses. Donc mais je crois beaucoup à ça. Je pense que c'est important. L'implication en plus de l'enfant. D'impliquer en fait les copains à cet âge-là. Je ne sais pas comment ça se passe à l'adolescence, j'en saurai plus quand il aura grandi un peu. Mais actuellement, il est à l'âge où les copains sont ouverts à entendre aussi, à poser les questions et à l'aider, l'entraide. Ça veut dire... C'est à son âge et à l'âge de ses copains qu'il faut apprendre aussi la tolérance, l'acceptation de la différence, etc. Mais absolument, même très tôt. Hein. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'ils ont ces capacités-là et ils savent le poser au bon endroit. C'est-à-dire que beaucoup plus simplement que certains à l'âge adulte. Donc c'est précieux. Oui. On nous demande ce qu'est un institut médico-éducatif et à quel profil il s'adresse. On va regarder un reportage, Michel. Parce que l'accueil des enfants en situation de handicap intellectuel en milieu scolaire peut commencer dès la maternelle. Mais pour certains, les années suivantes, par exemple au collège, peuvent être plus difficiles. Dans ce cas, il existe d'autres filières pour leurs études, comme les IME, Instituts médico-éducatifs. C'est le cas de Bastien, un jeune autiste de 15 ans qui poursuit sa scolarité depuis 2 ans dans un IME près de Sarreguemines. Reportage Guillaume Morinet, Claude Pavelec, Pascal Gaulier. Bastien a 15 ans. Il est autiste et scolarisé dans un IME, un institut médico-éducatif qui reçoit des enfants atteints d'un handicap mental. Ce matin, ils sont 7 élèves en atelier cuisine à préparer le repas de midi. Au menu, un gâteau au chocolat. Et Bastien est chargé de préparer la ratatouille. Là, je fais bien. Oui, très bien. Oui, c'est très bien. Ils font la cuisine pour arriver à se débrouiller le plus possible dans leur vie future ou une fois à la maison, les week-ends ou pendant les vacances. Bastien, tu aimes ça, faire la cuisine? Oui, j'aime faire la cuisine. Et tu cuisines bien? Oui, je cuisine bien. En plus de la cuisine, Bastien fait chaque jour un atelier différent, de la menuiserie, de la poterie et des activités sportives et sociales. L'objectif est de stimuler sa curiosité et d'améliorer son ouverture vers les autres. Mais il suit aussi une scolarité plus classique. Les baleines sont si grandes que les hommes autrefois en avaient peur. Pourtant, les baleines ne mangent pas les hommes. Savoir lire et écrire est essentiel pour se débrouiller dans la vie de tous les jours. L'objectif de ce cours, c'est de les faire progresser dans leur apprentissage pour acquérir le plus de connaissances et de compétences, bien sûr, selon leurs possibilités. Ils rencontrent différentes difficultés au niveau du repérage spatio-temporel déjà, difficultés au niveau de la mémorisation, difficultés au niveau de l'apprentissage, difficultés au niveau de la compréhension. Et c'est à nous de leur apporter ce qui leur manque afin qu'ils puissent devenir autonomes. 3 plus 2, j'ai trouvé 5. 5, très bien. Pour aider ces enfants à dépasser leur handicap, chaque année, un projet d'enseignement personnalisé est mis en place. C'est le fil conducteur de leur progression. Delphine, la personne référente de Bastien, vérifie que tout se déroule comme prévu. Vous voulez que tu fasses de plus en plus de choses tout seul, que tu arrives à prendre des initiatives. Oui. Est-ce que tu trouves que tu t'en sors mieux maintenant? Oui. Oui? Je m'en sors. Ouais. On va dégager 2-3 axes qui découlent des difficultés, des besoins qu'on a détectés chez l'enfant. Donc chez Bastien, on a défini tout d'abord un axe concernant la communication, l'ouverture à l'autre, le fait qu'il s'engage vis-à-vis des autres. Le deuxième axe, c'était d'utiliser sa curiosité, car c'est quelqu'un de très curieux, pour le sensibiliser aux apprentissages. Et le dernier, enfin, c'était de travailler tout ce qui était autonomie. Bastien est ici depuis 2 ans et les progrès sont déjà visibles. Il s'est rentré chez lui seul. Mais avant son arrivée à l'IME, sa scolarité a été une source d'inquiétude pour ses parents. Ça va, on va faire le goûter. Oui. Okay. De la maternelle au CP, ses apprentissages se passent assez bien. Il progresse à son rythme. Mais la situation se complique les années suivantes. Les enfants commencent un peu à le rejeter. Il y a même un enfant qui commence à être agressif avec lui. Et on voit que c'est vraiment plus le milieu qui est adapté pour lui. Ça devient même dangereux et on a peur en fait qu'il régresse. Quand il y en a 8, tu me dis, hein? D'accord.
Ses parents pensent trouver une solution en l'inscrivant dans une classe de 6e Ulysse, une classe aménagée regroupant un groupe d'enfants handicapés encadrés par un enseignant spécialisé et une éducatrice. Là où il était en fait en Ulysse, il y avait des enfants qui étaient pas comme lui. Ils avaient plutôt des problèmes de comportement. Et donc Bastien, il avait peur et il se renfermait en fait sur lui-même pour se défendre, pour pas se faire embêter. Tu fais un rond comme ça. Ses parents comprennent rapidement que ce n'est pas ce qu'il faut à Bastien. Ils l'inscrivent l'année suivante dans un IME où enfin il retrouve le sourire. Là, on voit un changement radical. Il commence à s'ouvrir de plus en plus. Et en fait, c'est à partir de là qu'on voit qu'on était vraiment dans l'erreur. Ok, on le faisait aller en classe en milieu ordinaire, mais on n'avait pas pris assez en compte son bien-être à lui. Depuis, la famille a retrouvé l'espoir et penser à l'avenir est maintenant possible. Son avenir, je le vois avoir son propre appartement, nous rendre visite, avoir des amis et du travail, mais en milieu adapté. L'IME peut accueillir Bastien jusqu'à ses 20 ans. Il pourra ensuite faire une formation professionnelle dans un centre pour jeunes adultes handicapés. Il est bien le gâteau. Il va être bon, hein? Il va être bon. Christelle Prado, quel est le manque qui existe dans ces instituts médico-éducatifs? Il y en a assez pour tous les enfants qui en ont besoin en France? Ah non, pas du tout. Aujourd'hui, il y a... Alors je suis désolée, c'est un chiffre de 2008, on n'en a pas de plus récent. C'est 13 000 enfants sans solution éducative aucune, donc qui restent à la maison, sans accompagnement, donc avec forcément une maman ou un papa qui arrête de travailler. Voilà. Non, il y a un manque criant. Il n'y a pas de projet immédiat là, de création de... Écoutez, la France est montrée du doigt par l'Europe régulièrement. Le défenseur des droits dit que c'est pas normal non plus. Mais notre pays n'a pas l'air d'avoir honte de cette situation. On me demande si un enfant handicapé est accueilli à mi-temps ou à temps complet dans une école classique. Ça dépend. Ça dépend du handicap, ça dépend des besoins qu'il a, ça dépend des besoins aussi de rééducation qu'il peut avoir à côté, ça dépend de beaucoup de choses. Et ça dépend. Les deux sont possibles et ça dépend aussi, il faut vraiment faire très attention à l'enfant. Il faut vraiment, nous en tant que pédiatres et dans toutes les équipes médicales, paramédicales qui entourent les enfants, on fait vraiment très attention au bien-être de l'enfant. Oui, parce que vous avez parfois la pression des parents. Oui, alors, dans votre cas, tout va bien, l'école est incroyable, votre fils est... Je veux dire, ça s'est bien passé parce que, j'allais dire, les conditions sont réunies. C'est aussi un élan, il faut que ça se synchronise, voilà, j'allais dire. Tout a fonctionné. En revanche, c'est vrai que ce qui est important, c'est de vérifier que son enfant, lui, est bien dans la partie classique, j'allais dire, à temps plein, ce qui est le cas de Rubens. En revanche, c'est important aussi de savoir que la kiné ou l'ergothérapeute peut venir à l'école sur du temps périscolaire. Il y a des adaptations possibles. Et c'est très important pour soulager le temps hors école. Il y a des adaptations, mais parfois vous avez la pression des parents qui veulent impérativement que leur enfant, même porteur d'un handicap, suive une scolarité strictement normale. Et là, vous êtes obligé de leur tenir un discours en disant... on les informe. C'est vrai, les parents sont toujours les parents. Ils connaissent quand même mieux les enfants que nous, mais nous, on est obligé de les informer des difficultés que peuvent avoir les enfants. Et les enfants sont toujours très sensibles. Ils se rendent compte de leurs différences. Ils voient leurs différences par rapport aux autres. Et quelquefois, quand ils sont en échec, parce que ils sont fatigués par toute la durée de l'école, parce que c'est vrai que quand on a un handicap, on est obligé de faire appel à d'autres sens, donc on est quand même beaucoup plus fatigué. Et ils peuvent se mettre en échec, et du coup, ils se referment sur eux. Et s'ils se referment sur eux, ils ont moins de bonnes capacités d'apprentissage. Donc il faut vraiment, c'est ce qu'on dit aux parents, il faut vraiment être très vigilant sur le bien. Et puis après, donc ils se réveillent la nuit, ils mangent moins bien, enfin tout l'état général s'en ressent. Donc il faut vraiment faire très attention. Non, mais il faut vraiment faire très attention à l'enfant et qu'il soit dans les meilleures conditions. Je crois que la maman de Rubens, Rubens, il nous montre la voie, parce que effectivement, vous dites les équipes de rééducation ont le droit de venir à l'école, et c'est pas le cas partout. Donc l'enfant, il a besoin d'être scolarisé. Ce que demandent les parents, c'est pas qu'ils, ils savent très bien, certains parents, que leur enfant ne feront pas Polytechnique, et d'ailleurs ils en ont pas envie. Simplement, ils veulent
qui grandissent avec les autres enfants, pour avoir des copains, comme on a tous fait, quoi. Donc après, c'est aux professionnels, que ce soit des professionnels de l'éducation, de la rééducation ou du soin, d'intervenir dans ces lieux-là et en bonne intelligence avec les professionnels de l'éducation nationale. Et là, du coup, on peut moduler le projet et tenir compte des besoins de l'enfant. On demande quels moyens sont mis en place pour un trouble du déficit de l'attention. Mon fils de 7 ans vient d'être diagnostiqué. Il sera sous traitement pour la rentrée. Qu'est-ce qu'on va mettre en place? Des auxiliaires de vie scolaire, qu'est-ce qu'on fait pour il peut y avoir des auxiliaires de vie scolaire et il peut y avoir aussi, voir aussi un petit peu quel est le programme pour que l'enfant, par exemple, soit en petit groupe avec l'instituteur. Enfin, il y a des aménagements de temps de scolarité, puis un soutien par l'auxiliaire. C'est assez emblématique cette question. Il vient d'être diagnostiqué, on lui prescrit un médicament, mais, donc c'est une équipe médicale, hein, n'accompagne pas la personne dans ce qu'il y a de plus cher à la vie, c'est-à-dire son parcours de vie. On fait son truc de médecin, et puis vas-y... Et la mère, on a dû lui dire 10 fois dans cette année scolaire, votre fils, il est ingérable, on ne va pas le garder comme ça s'il est aussi agité et pas concentré que ça. Donc elle doit chercher une solution, la pauvre mère. Voilà. Oui, maintenant, il y a quand même des projets personnalisés de scolarisation. Et c'est ça ce que je disais au début. Il faut vraiment préparer, bon, il y a peut-être la prescription médicale, mais il faut vraiment une réunion vraiment de toute l'équipe éducative, scolaire, et de tous les intervenants qui s'occupent de cet enfant et de l'enseignant référent, interlocuteur de la DPH. Ce qu'on appelle les TDAH, il y en a de 100 000 formes, de très graves, accompagnées de dyslexie ou non. Voilà, et puis c'est souvent, alors le problème aussi, c'est que c'est souvent révélé à l'école. Et du coup, après, c'est l'équipe éducative qui en parle aux parents. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué. Hein, l'enfant, il est déjà marginalisé. Voilà. Il faut que chaque professionnel, quel que soit le professionnel, que ce soit un médecin, que ce soit un rééducateur, etc., se pose la question du lien avec les autres professionnels qui vont pouvoir contribuer à ce que l'enfant grandisse dans de bonnes conditions. Voilà. On demande quelle démarche il faut entreprendre pour bénéficier d'une auxiliaire de vie scolaire. C'est la maison départementale du handicap, c'est la réunion, la préparation, la réunion préparation. C'est les parents qui prennent contact directement. Oui, en fait, là c'est la part administrative. Il faut savoir qu'il faut s'armer de pas mal de ténacité et puis d'être un peu accompagné quand on le peut pour comprendre déjà l'ensemble des acronymes dans lesquels on rentre quand on est projeté dans les sphères à la fois du monde médical, quand on n'est pas dans le domaine, il faut déjà comprendre un certain nombre de termes. Les associations sont bien utiles. Mais absolument. Et puis il y a aussi tout le domaine administratif qui fonctionne aussi par acronyme et dans lequel il faut aussi appréhender très très vite, puisque plus les demandes sont faites rapidement, parce que ça demande des temps, notamment pour la MDPH, donc pour la maison départementale du handicap. C'est vrai que ça demande des temps pour pouvoir évaluer, passer dans la commission. Qui dit de commission, il faut faire un dossier béton pour que ça repasse pas. Enfin, et puis il y a des évaluations annuelles. Et il y a des évaluations, et puis il y a des évaluations qui peuvent, tous les ans. Oui, et qui peuvent être réévaluées. Alors sur certains, ça dépend de la nature du handicap, mais c'est vrai que il faut bien penser aussi à anticiper, y compris sur les besoins à la fois immédiats, mais aussi sur ceux à venir. C'est-à-dire que précisément l'AVS pour Rubens, quand j'ai fait le dossier MDPH, j'ai anticipé sur la rentrée d'après. C'est-à-dire que là, on était courant Pâques, voilà, de son année de CE1, et pour la rentrée de CE2, on savait qu'il devait y avoir une AVS. Il devait y avoir à mi-temps. On l'a obtenu à plein temps, ce qui a été plutôt dans le sens positif, une fois encore, mais c'est vrai que ces demandes-là, elles sont accompagnées aussi évidemment après avec l'école, et c'est aussi l'impulsion de l'enseignant référent dont vous parliez tout à l'heure. Le certificat médical aussi fait par le médecin. C'est vrai qu'il faut anticiper l'avenir de l'enfant. Et ça veut dire aussi effectivement que le corps médical anticipe sur les besoins par rapport à la pathologie. Oui, les maladies évoluent. Voilà, de façon à ce que les demandes sont déjà suffisamment et à raison complexes. Parce que c'est complexe en soi. Stéphanie nous dit pas d'école pour l'enfant handicapé si pas d'AVS, auxiliaires de vie scolaire. Pourquoi les auxiliaires de vie scolaire ne sont-elles pas mieux reconnus et mieux formés? C'est un vrai problème en France. Il y en a de moins en moins. Quel est le manque justement aussi d'un auxiliaire de vie scolaire? On a des chiffres. Il faut reconnaître au gouvernement actuel qu'il a non seulement promis mais mis en œuvre des contrats à durée indéterminée
pour les auxiliaires de vie scolaire. Ça s'appelle autrement, on va passer, c'est un autre acronyme. Donc, bon. Donc pour 28 000 auxiliaires de vie scolaire. Donc il y a un vrai progrès. C'est plus, pour certains, c'est encore des emplois précaires, avec des contrats à durée déterminée. Mais en tout cas, il y a tout un mouvement de contrats à durée indéterminée et de professionnalisation de ces auxiliaires de vie scolaire qui effectivement peuvent aussi bénéficier d'une formation pas encore assez poussée, mais où tout un tas de métiers, enfin de professionnels interviennent pour les former et les associations interviennent aussi pour les former. Actuellement, les AVS, c'est pas facile. Juste en un mot, parce qu'on a fini, est-ce que le coût de l'auxiliaire est entièrement pris en charge? Oui. Merci beaucoup à toutes les trois d'être venues. Demain, dans